Bonjour et bienvenue dans Consulte, ce nouvel espace où avec les équipes du CHU de Liège, on prend le temps d'expliquer, de comprendre et de mettre des mots justes sur des sujets de santé. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne de nombreux hommes mais qui reste encore difficile à aborder, la santé sexuelle masculine. Difficultés érectiles, baisse du désir, douleur, ces questions sont souvent passées sous silence alors qu'elles font pleinement partie de la santé globale et de la qualité de vie aussi. Pour en parler sans stéréotypes, sans gêne et sans jargon, je suis entourée aujourd'hui de deux experts en la matière, le docteur François Trifot, urologue, et Émilie Benavidez, infirmière. Tous les deux travaillent pour le CHU de Liège. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour François. Alors soyez les bienvenus. Première question pour vous François, pourquoi selon vous ce sujet est si difficile à aborder en tant que patient ? Est-ce que c'est une question de gêne ? Est-ce qu'on a peur que ce soit plus grave ? Est-ce qu'il y a une banalisation des symptômes ? Je pense que c'est normal que la santé sexuelle soit quelque chose de gênant puisque c'est quelque chose d'intime. Mais je pense aussi que les patients ont envie d'en discuter avec leur médecin. Il y a différentes études qui le montrent et que les médecins ont envie d'en discuter avec leurs patients. Mais chacun sont gênés et donc vraiment le message c'est qu'il faut ne pas hésiter. Le médecin est un bon interlocuteur pour parler de santé sexuelle. C'est vrai ce que vous dites, c'est un sujet qui touche quand même à l'intimité. Est-ce que vous pensez aussi que c'est un sujet qui est considéré comme étant à part la santé sexuelle masculine, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Une femme, elle va aller chez le gynécologue chaque année, c'est comme ça, c'est admis, c'est normal. Ici, c'est pas quelque chose qui fait partie, je vais dire, des consultations médicales classiques pour un homme. Ouais. La santé sexuelle, c'est une discipline médicale qui est assez récente. C'est un concept, ceci dit, qui est établi dans les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé depuis les années 70, qui a un concept qui a évolué au fur et à mesure des années. Les patients sont souvent inquiets de consulter l'urologue parce qu'ils ont peur, effectivement, du toucher rectal, d'obtenir un diagnostic de cancer de prostate, et parce que ça touche directement au niveau sexuel à leur virilité. Mais encore une fois, la consultation urologique mais médicale chez le médecin traitant également est un espace de confiance où les patients peuvent vraiment communiquer librement et les médecins traitants seraient ravis de pouvoir en discuter plus régulièrement avec leurs patients s'ils amenaient à aborder le sujet. Oui, j'imagine. Alors, Émilie, vous êtes infirmière, vous participez aussi à de nombreuses consultations. De votre point de vue, même si vous êtes un peu plus discrète que le docteur François, qu'est-ce que vous observez le plus parmi ces patients ? Alors, c'est vrai que moi, dans les consultations de médecine sexuelle, je suis un peu plus discrète. Ce que je ressens le plus, c'est beaucoup de gêne, d'appréhension, de retenue chez les patients. On sent qu'ils ont du mal à entamer la discussion. Et cette gêne particulière, est-ce qu'elle se fait davantage sentir quand vous êtes là, présente ? Est-ce que finalement, c'est pas un sujet qui se discute plus facilement en frontal avec le médecin ? Alors je pense qu'il y a la gêne qui est d'abord liée à la difficulté du patient. Je pense qu'il a peur d'être jugé. Mais il y a aussi la gêne liée à ma présence parfois dans la consultation. Vous vous adaptez du coup à ce sentiment de gêne si vous sentez que c'est vraiment trop présent ? Alors oui, c'est vrai que parfois je sens le malaise du patient. Il se retourne, il me regarde. Je sens qu'il parle beaucoup plus bas au médecin. Donc moi je vais m'adapter. Parfois ça m'arrive de changer de pièce, de laisser un peu plus d'espace et un peu plus d'intimité aux patients, oui. Est-ce que une femme, elle va aller chez le gynécologue chaque année, c'est un rendez-vous annuel, c'est considéré comme étant normal. Est-ce que vous préconisez aussi de devoir aller chaque année voir l'urologue ou non ? On y va vraiment quand il y a un besoin ou un problème ? Ça dépend de l'âge. À partir d'une cinquantaine d'années, pour la plupart des patients, il y a un intérêt de réaliser un bilan des maladies prostatiques, tant le cancer de la prostate que le gonflement bénin de la prostate qui provoque des problèmes urinaires. Mais les problèmes de santé sexuelle, ils peuvent survenir à tout âge. Et pour rebondir sur l'histoire de la gynécologie, je trouve qu'on va en gynécologie, les patientes vont chez le gynécologue pour des problèmes très médicaux, pas spécialement toujours pour leur santé sexuelle. Quand j'en discute dans mon entourage, et je pense qu'on pourrait refaire le sondage, les patientes disent « oui, je ne parle pas spécialement de ma sexualité à mon gynécologue ». Et même si aujourd'hui c'est un sujet de santé sexuelle masculine, je pense que c'est important également d'insister sur le fait que la santé sexuelle, c'est pour tout le monde et qu'il faut aussi penser à la santé sexuelle féminine. Tout à fait. Alors, comment est-ce que vous normalisez les problèmes liés à la santé sexuelle masculine ? Parce que c'est déjà un premier pas, je vais dire, dans le suivi thérapeutique, de normaliser les questions.
Je leur explique que c'est quelque chose de naturel, que souvent je leur explique déjà comment fonctionne l'érection. Je leur explique que ça part au niveau du cerveau, comme d'un ordinateur qui doit analyser différentes stimulations. Et puis une fois que l'ordinateur a analysé tout ça, il envoie un signal électrique qui passe par des nerfs, du câble, qui vient stimuler des vaisseaux, de la tuyauterie, qui doit faire passer plus de liquide pour remplir un réservoir qui est le pénis. Et ce réservoir doit se mettre en tension, en pression. Il y a également une sorte de bouchon de vidange qui doit être fermé lors de la mise en pression, puis qui s'ouvre à la fin lorsque l'érection diminue. Et quand les patients commencent à comprendre ce principe-là, ils voient qu'il y a différents éléments de leur santé qui peuvent intervenir dans leur qualité érectile ou dans leurs problèmes érectiles. Et puis ils commencent à discuter, ils expliquent c'est vrai, je fume beaucoup, je suis fort stressé, j'ai eu tel ou tel problème. Et puis ça, c'est vraiment la base de la discussion pour mieux comprendre ce qui leur arrive et mieux comprendre les traitements que je peux leur proposer par la suite. Du coup, vous développez vraiment une relation de confiance avec vos patients, peut-être plus qu'un autre spécialiste. Cette mise en confiance, elle est vraiment fondamentale pour vous deux, j'entends, en consultation. C'est quelque chose que vous cultivez avec vos patients. C'est des consultations qui prennent un peu plus de temps. La plupart du temps, il ne faut pas presser les patients. Ils sont déjà fort anxieux quand ils arrivent. Mais quand ils quittent la consultation, généralement, on a une super équipe au CHU et ça, on sent qu'ils sont généralement rassurés. Ils sont prêts à consulter une deuxième fois si c'est nécessaire. En tout cas, ce premier constat est vraiment super important. Si la santé sexuelle masculine reste taboue, ce n'est pas parce qu'elle est marginale, mais parce qu'elle touche à des représentations très ancrées de la masculinité. Et mettre des mots sur ces difficultés, c'est déjà commencer à lever le tabou. Lorsqu'on parle de sexualité masculine, la notion de performance occupe très souvent tout l'espace de discussion. Pourtant, les difficultés sexuelles sont rarement isolées. Elles peuvent s'inscrire dans un contexte de santé globale, physique et psychologique. Et c'est ce regard-là que je vous propose d'adopter à présent. Alors c'est vrai, docteur, on dit souvent que les problèmes érectiles, c'est un aspect psychologique. En tous les cas, les patients, c'est comme ça qu'ils le ressentent, alors que ça peut être justement un symptôme d'un problème beaucoup plus généralisé. Oui, alors la santé sexuelle et les troubles de l'érection, ils ont été initialement fort développés autour de cette problématique psychologique, mais on s'est rendu compte au cours des 30-40 dernières années qu'il y avait des problèmes également organiques et vasculaires qui étaient fort importants. On a découvert que, notamment à l'époque du Viagra, que la dilatation des vaisseaux au niveau du pénis et les problèmes à ce niveau-là pouvaient être une part importante dans les difficultés que les patients présentent. Évidemment, les difficultés psychologiques sont toujours surajoutées au phénomène dès qu'il y a des problèmes érectiles qui apparaissent, comme le cerveau est le centre érectile principal. Il peut un petit peu s'en mêler et perturber la situation et le bon fonctionnement des choses. Justement, on parle de Viagra, le médicament très souvent est critiqué comme étant dangereux. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Non, c'est plutôt des croyances populaires. C'est un médicament qui a un très bon profil de sécurité, qu'on utilise depuis de nombreuses années. On a énormément de recul. Il était plutôt au départ développé pour le cœur, pour vasodilater les vaisseaux, pour aider le cœur à mieux fonctionner. Et ils se sont rendus compte, quand ils ont développé cette molécule, que ce n'était pas très efficace pour le cœur, mais plutôt pour les vaisseaux du pénis. Et c'est comme ça que ce médicament s'est développé pour les troubles de l'érection, et ça a été une révolution. Depuis lors, ça aide énormément d'hommes dans leurs difficultés érectiles, quelle que soit l'origine, parce qu'on ne peut pas toujours trouver l'origine précise de la difficulté érectile, puisqu'elle fait intervenir le cerveau, les nerfs et les vaisseaux. Et il y a bien évidemment des patients qui ont des contre-indications, mais c'est toujours évalué avant prescription, et c'est plutôt rare en fait. Donc un problème érectile, ça doit être avant tout considéré comme un signal d'alerte ? Il y a des études très sérieuses qui montrent que vers une 50aine d'années, si on questionnait plus régulièrement les hommes sur leur qualité érectile, ceux qui décrivent une difficulté érectile pourraient être envoyés chez le cardiologue et on pourrait mettre en évidence des troubles au niveau des artères du cœur 2-3 ans avant un problème cardiaque éventuel. Parce que les artères au niveau du pénis, c'est également des petites artères plus fines que celles du cœur, et donc elles vont se boucher plus facilement. Et donc ça peut être un symptôme sentinelle d'un problème cardiaque à venir. Pas chez tous les hommes évidemment, il ne faut pas tracasser les hommes de façon excessive, mais ça peut être un signe annonciateur.
J'ai l'impression quand même que cette dimension médicale de ces troubles, elle est très peu connue du grand public. On va tout de suite penser à l'aspect psychologique, comme on a dit au début de ce chapitre. Parce que l'aspect psychologique, de nouveau, se surajoute aux problèmes médicaux. C'est un peu comme un tableau électrique au niveau du cerveau qui disjoncte. Et donc, dès que le patient pense aux difficultés qu'il a connues ou qu'il commence à présenter, il y a des blocages qui s'installent et on appelle effectivement ça l'angoisse de performance dans le jargon psychosexologique. Alors Émilie, est-ce que vous voyez un changement d'attitude auprès des patients une fois que le docteur Trifot a expliqué aux patients que c'est un problème qui peut être médical et qui est aussi fréquent ? Alors oui, c'est vrai que moi je ressens vraiment que le patient est plus à l'aise une fois qu'il a eu toutes les informations. Je pense que surtout le fait d'entendre qu'ils ne sont pas les seuls et que c'est tout à fait normal, ça les rassure. Et puis c'est vrai qu'une des qualités de François, c'est qu'il prend vraiment le temps avec chaque patient et il donne des informations et des explications claires aux patients. Donc je pense que ça les aide beaucoup. Ça devient presque un confident en fait, quand on parle de sujets aussi sensibles, j'imagine. Donc c'est... On entend certaines choses cocasses. C'est vrai. Qu'on garde pour nous, évidemment. C'est vraiment Bien sûr. Un endroit... Il y a un vrai respect de la confidentialité du patient quand il consulte. Et je pense que c'est pareil quand il consulte. Quand il consulte chez son médecin traitant, c'est certainement pareil. Et c'est super important. J'imagine qu'avec vous, il y a vraiment une discussion qui ne se ferait pas dans leur sphère privée, avec leur entourage, avec leur compagne ou compagnon. C'est vraiment quelque chose qui se discute avec le médecin beaucoup plus facilement, vous pensez ? Je pense en tout cas que c'est le médecin le bon intervenant. Aux fêtes de famille, on va vite parler de la dernière prothèse de hanche ou opération quelconque. Mais pas de ça. Avec la blague de qu'est-ce que ça sonne à l'aéroport, au portique de sécurité. Ouais. On ne parle pas par contre de sa dernière prothèse pénienne ou des médicaments du Viagra que le médecin a prescrit. Et cette prothèse, elle est conseillée ou nécessaire à partir de quel moment ? Généralement, quand le patient présente des difficultés érectiles qui ne répondent pas aux autres médicaments, tant par la bouche qu'en injection, et qu'il souhaite avoir cette revalidation érectile, quel que soit son âge. On met la prothèse pénienne également à des patients qu'on pourrait estimer âgés, mais si leur qualité de vie, leur envie, leur partenaire, tout ça est présent, bien évidemment, ils ont également le droit à cette prothèse pénienne, que je considère vraiment fort proche de la prothèse d'un genou, une hanche, quoi. Oui, c'est ça, on fait une vie tout à fait normale, en fait, avec cette prothèse. Oui, c'est interne, on ne voit rien, et donc les sensations sont extrêmement proches de la réalité. Il y a un côté beaucoup plus naturel que ce qu'on l'imagine. Je dis aux patients, quand ils ont de l'arthrose dans le genou, ils vont chez l'orthopédiste éventuellement, on ouvre le genou, on remplace la charnière, on reforme le genou, mais c'est toujours bien eux, leurs genoux, leurs jambes, leur vie, leur activité. Au niveau du pénis, c'est assez similaire. Si c'est nécessaire, on a la chance en Belgique d'avoir des équipes formées et un remboursement aussi qui permet d'accéder à cet implant pénien, ce qui n'est vraiment pas le cas dans la majorité des autres pays à travers le monde. Alors, une fois que le patient, une fois qu'on a reconnu son trouble et qu'on y a apporté une solution, il y a une forme de déculpabilisation chez eux. Oui, on le sent beaucoup plus soulagé, beaucoup plus ouvert à la discussion. Je pense qu'ils sont plus rassurés qu'au début de la consultation, oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette pensée liée à la performance, une fois qu'on abandonne un petit peu ce cliché mental-là, c'est déjà un premier pas vers l'encadrement, vers la solution, vers le traitement thérapeutique ? C'est un déblocage qu'il faut faire, quoi. On termine souvent la consultation en parlant d'attentes réalistes, en rappelant que la sexualité, ça doit être quelque chose lié au bien-être, au plaisir, et qu'il y a des choses qui ne se solutionneront pas toujours, mais qu'il faut essayer de trouver un terrain d'entente dans leur couple, vis-à-vis d'eux-mêmes. Voilà, chaque patient, j'ai un patient une fois qui m'explique qu'il n'a plus la même érection après l'avoir fait 3 fois sur la même journée, tous les jours, avec son partenaire qui est très demandeuse. Ça ne me paraît pas anormal. Oui. Voilà, sa partenaire est fort demandeuse, tant mieux, mais 3 fois par jour, il faut qu'il trouve un terrain d'entente et les attentes doivent être vraiment réalistes. Ce qu'on retiendra ici, c'est que les troubles sexuels ne sont pas un échec
personnel. Évidemment, ils peuvent être des signaux, des symptômes et surtout des situations qui peuvent être comprises et prises en charge lorsqu'on sort de cette logique de performance, donc n'hésitez pas à consulter. Quand on parle de santé sexuelle masculine, même lorsque les hommes identifient une difficulté, consulter reste souvent une étape compliquée. Il existe beaucoup de craintes et d'idées reçues autour de la consultation en santé sexuelle. Prenons le temps de voir ce qui se passe réellement. Alors, Émilie, première question pour vous. Qu'est-ce qui ressort le plus souvent des patients qui viennent en consultation ? Vous avez deux types de patients. Il y a ceux qui viennent déjà en consultation pour ces troubles-là, et il y en a d'autres, c'est à la fin de la consultation que ça se passe. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que des fois on sait à l'avance que le patient vient pour une consultation de médecine sexuelle. Donc c'est vrai que pour François c'est plus facile, il peut directement rentrer dans le vif du sujet. Et parfois on ne le sait pas à l'avance. Alors soit le patient est à l'aise et va en parler directement, soit le patient est moins à l'aise et donc François va l'aider, va lui poser des questions. C'est comme en sexualité en fait, il faut parfois y aller doucement. Oui, tout doucement, pour le mettre à l'aise et l'aider à s'ouvrir un peu plus facilement. Vraiment, la discussion avec le médecin, c'est fondamental pour pouvoir avancer. Et vous le sentez tout de suite quand un patient a des difficultés à s'exprimer ou un sentiment de culpabilité. Et donc, comment est-ce que vous l'aidez à déboulonner cette discussion ? Il faut leur poser les questions franchement. C'est étudié et c'est ce qui est conseillé. Il faut rester dans un ton, une attitude adéquate, mais il faut vraiment leur dire dans telle situation, comment est-ce que ça se passe. Si on parle d'érection, comment est l'érection, quelle est la difficulté, à quel moment, quelle est votre situation de couple, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que votre partenaire, est-ce qu'il y a des relations extra-conjugales, des pratiques particulières. Il faut parler de tout, quoi. Il faut vraiment creuser le sujet et parfois, oui, au début, ils sont peut-être un tout petit peu surpris, mais une fois qu'ils comprennent que c'est dans leur intérêt, la mise au point, elle est principalement via la discussion et l'anamnèse, donc la discussion avec le patient. Et la discussion, évidemment, elle va être adaptée en fonction de l'âge, en fonction du contexte de vie ou des habitudes sexuelles, comme vous venez de le dire. Oui, alors l'âge, ceci dit, les seniors sont encore fort intéressés par la sexualité. C'est vraiment aussi quelque chose qui est démontré. Ah oui, beaucoup plus que ce qu'on ne le pense. Alors là, on parlait de performance avant. Justement, plus l'âge avance, moins la notion de performance est présente, mais la notion de sexualité et d'épanouissement sexuel reste toujours bien présent. Oui, on s'adapte à chaque patient. Mm-hmm. Et Émilie, peut-être c'est important de rappeler aussi que tout ne se résume pas à une seule consultation unique. J'imagine que le parcours, il peut être plus ou moins long en fonction des troubles. Une fois que le patient sort de la première consultation, où c'est plus une consultation, on va lui donner les explications, les traitements possibles. Et donc après, il ressort avec une prise en charge globale. C'est vrai que nous, on se charge de tout. On prend ses rendez-vous au CHU. Il n'a généralement rien à faire une fois qu'il sort de la consultation. Et alors, à quel moment vous allez le sentir le plus à l'aise une fois que la discussion aura vraiment abouti ? J'imagine c'est vraiment ça qui va changer la donne. Je pense que justement, une fois que le patient a compris que ce n'est rien de grave, que c'est normal, qu'il y a des solutions et qu'on va l'aider surtout, je pense que là, ils sont beaucoup plus rassurés. Finalement, la consultation est très souvent bien différente de ce que les patients imaginent. Il y a beaucoup de clichés, évidemment, qui sont déconstruits. La consultation repose avant tout sur l'écoute, la discussion et la compréhension globale de la situation, bien avant toute démarche médicale. On l'a vu tout au long de cet échange, la santé sexuelle masculine ne se résume jamais à une seule cause ni à une seule réponse. Elle nécessite souvent une approche globale où plusieurs professionnels interviennent de manière complémentaire. Alors François, c'est vrai, il y a vraiment une approche globale, humaine et progressive au sujet de cette santé sexuelle masculine. Oui, alors, comme vous venez de le dire, au niveau de la mise au point, la première mise au point, elle se fait par la discussion en consultation, souvent chez l'urologue ou le médecin traitant, mais comme on l'a évoqué tout au long de l'échange, c'est un problème de santé, la santé sexuelle. Donc, il y a d'autres problèmes de santé qui peuvent provoquer ou favoriser ces difficultés sexuelles. Donc, on est amené à collaborer avec d'autres professionnels de la santé, des diabétologues, des cardiologues, des neurologues, des psychologues, des psychiatres, des gynécologues. Et tout ça, c'est parfois pour le couple qu'il ne faut jamais oublier. Tout ça est important, on collabore énormément et au CHU on a notamment un centre intégré où on prend de façon multidisciplinaire en charge ces pathologies.
Alors Émilie, vous l'avez déjà expliqué, vous avez une position plutôt discrète, je ne vais pas dire invisible, mais vous êtes un petit peu en retrait par rapport au docteur Trifot. Est-ce que ça vous donne est-ce que ça vous accorde une position privilégiée pour observer certaines choses chez le patient que peut-être le docteur Trifot ne verrait pas, et de ce fait-là, vous êtes complémentaires? Alors c'est vrai qu'il y a tout d'abord mon rôle d'observation qui va me permettre d'être plus attentive au comportement du patient, et puis aussi à mon rôle d'écoute qui lui va me permettre d'identifier le décalage entre ce qui est dit et ce qui est ressenti chez les patients. Voilà, il y a ce qu'ils disent et ce qu'ils montrent. Oui, voilà. Et au téléphone, comment ça se passe au niveau de la prise de rendez-vous? Vous sentez qu'il y a certains patients qui n'osent pas dire pour quelles raisons ils vont venir en consultation? Alors, c'est pas toujours facile. C'est vrai qu'en plus, c'est moi qui décroche le plus souvent le téléphone. Ça arrive qu'ils ne veulent pas m'en parler directement. Ils préfèrent attendre que le médecin les recontacte. Maintenant, c'est pas toujours possible. Le médecin n'est pas toujours disponible pendant la consultation. Donc, des fois, le simple fait de dire que je suis l'infirmière et que j'ai l'habitude, parfois, ça leur permet un peu de m'en parler. Parfois, ça ne fonctionne pas. Ce que vous dites, Émilie, c'est que même quand on parle peu, cette présence, cette écoute et le cadre sécurisé que vous allez instaurer, c'est déjà un premier pas vers le soin. Oui, bien sûr. Et alors, question pour vous, docteur Trifot, est-ce que ce sujet, on l'a dit au début de cette émission, c'est un sujet tabou. À partir de quel moment on peut identifier sur la timeline de la médecine, à partir de quel moment c'est devenu un sujet beaucoup plus facile à aborder avec les patients? Donc c'est un sujet qu'on discute énormément depuis les années 70, mais le boom vraiment de la médecine sexuelle au niveau grand public, c'est l'introduction du Viagra, donc des médicaments de l'érection par la bouche. Ça, c'est fin des années 90, début 2000, 98 plus ou moins, 98-99. Et à partir de là, la possibilité de pouvoir prendre en charge les difficultés de l'érection, quelle que soit la cause, par un médicament à la maison, par la bouche, ça a vraiment libéré le soin et la parole autour de ces difficultés érectiles. Auparavant, il y avait peu de choses, beaucoup de psychologie, et on a discuté, c'est pas le seul problème, ou des traitements un peu plus invasifs qu'on utilise toujours si les traitements par la bouche ne fonctionnent pas, mais c'était assez limité. Alors, en guise de conclusion, quel message est-ce que vous souhaitez faire passer auprès des personnes qui vont nous regarder? Je pense qu'ils ne doivent pas être gênés. S'il y a des difficultés au niveau de la sexualité, il faut en parler, idéalement en première ligne avec son médecin traitant, qui est un interlocuteur de choix, qui va être capable de prendre en charge le problème dès la base, avec une vue globale de la santé, éventuellement commencer des traitements par la bouche si nécessaire. Et puis évidemment, on est disponible en seconde ligne pour aider les patients à avancer un peu plus loin dans les difficultés si c'est nécessaire. Et vous, Émilie, en tant qu'infirmière, quelle conclusion vous souhaitez apporter à cette émission? Quel message retenir de tout ceci? Moi, j'aimerais quand même insister sur le fait qu'on ressent vraiment que le patient ne porte plus seul sa difficulté après une consultation en médecine sexuelle. Oui, ça, c'est fondamental. Oui. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup, François, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet qui reste malgré tout tabou. Pour résumer, la santé sexuelle masculine n'est ni un sujet secondaire, ni un sujet honteux. Elle fait pleinement partie de la santé globale et de la qualité de vie. Et en parlant plus librement, on permet une prise en charge beaucoup plus précoce, plus adaptée, plus humaine, tout en déconstruisant des clichés qui freinent encore l'accès aux soins, malheureusement. Au CHU de Liège, urologues, infirmiers, psychologues travaillent ensemble pour accompagner les patients avec écoute, respect et sans jugement. Ça, c'est vraiment super important. À très vite dans Consulte. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.